Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable tournant politique en Turquie et le premier stress test pour le président Erdogan, dont le parti essuie la plus grande défaite lors des élections municipales tenues hier. Son plus grand rival, le parti républicain du peuple, rafle la victoire dans des villes clés, notamment Ankara et Istanbul, ancien bastion du président. Le parti de ce dernier a perdu donc le vote populaire pour la première fois depuis qu'il s'est présenté aux élections de 2002. Plus que de simples élections locales, de quel phénomène cette défaite cuisante est-elle annonciatrice? Les raisons de cet échec sont-elles purement économiques? Un vote sanction peut-être contre la politique d'austérité qui a fait chuter le pouvoir d'achat des classes moyennes turques avec 70% d'inflation. Le pays est littéralement englué dans une crise économique sans précédent. Quelles en seraient les conséquences? Les conséquences notamment politiques pour le président Erdogan, moins d'un an seulement après sa réélection à la tête du pays. Et en parlant de réélection, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a été réélu, devenant désormais de facto la figure de l'opposition. Rappelons à ce propos qu'il s'était présenté comme candidat à la vice-présidence de l'opposition lors de l'élection présidentielle de l'année dernière. On donne déjà favori, peut-être, pour la présidentielle de 2028. Bref, le parti de la justice et du développement semble peiner à convaincre. Le pouvoir de l'argent l'emporte-t-il face à celui de l'idéologie? Pour répondre à ces questions d'actualité, je reçois en plateau d'abord professeur Mostafa Sahimi. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Se joint à nous depuis Abu Dhabi, le docteur Mohamed Badil Yatioui, professeur au Collège de défense à Abu Dhabi. Bonsoir, docteur Yatioui, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous de l'accepter, toujours un plaisir. Et depuis Vancouver, se joint à nous Hicham Mouattadid, expert en stratégie politique. Bonsoir, Si Mouattadid, et merci à vous également de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation. Une parmi les 76 élections au niveau mondial de 2024, en quoi ces élections communales ou municipales en Turquie sont-elles importantes? Professeur Sahimi? C'est important, d'abord parce que c'est un grand pays, et je voudrais relever d'abord que les Marocains s'intéressent beaucoup à la vie politique en Turquie. Oui. Pour d'abord le flux touristique, en plus c'est un pays musulman, sunnite, et donc il y a des relations privilégiées. Donc, et puis il y a l'influence turque, il faut le dire, le soft power turc à travers c'est un ancien empire, c'est un ancien empire. Ce que je veux dire, ça rapproche aussi le Marocain de cette culture turque et de la politique turque aussi, de facto. C'est un pays qui a plus de 2 fois la population du Maroc, 86 millions d'habitants. La superficie est pratiquement la même, c'est 784 000. Maroc, c'est 750 000. Mais le PIB de la Turquie, c'est 9 fois celui du Maroc. Donc, c'est 1 milliard de 200 millions de dirhams. Donc, voilà. Ce qui explique que l'intérêt apporté à la Turquie par le Maroc et par les puissances internationales, puissances mondiales, c'est la 17e puissance dans le classement international, 17e puissance économique dans le monde. Et je crois que c'est important. Et puis, c'est une puissance régionale qui est présente, qui est influente non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans d'autres dossiers, on le sait. Donc, il y a là de l'intérêt, et c'est pour ça qu'il fallait revenir, me semble-t-il, sur la Turquie, et on va sûrement en parler. Sur la perspective marocaine de ces élections. Oui. C'est intéressant quand même comme angle d'analyse. Mohamed Badil Yatioui, pourquoi ces élections sont-elles importantes? Ces élections sont importantes pour diverses raisons. Comme vous l'avez dit, Recep Tayyip Erdogan a été réélu il y a moins d'1 an. Il n'y aura plus d'élections en Turquie avant les présidentielles et législatives de 2028. Donc on va avoir 4 années désormais sans élections en Turquie, ce qui va permettre notamment aux partis au pouvoir, le parti d'Erdogan, l'AKP, de se régénérer s'ils y arrivent, et puis aussi à l'opposition, aux oppositions au pluriel, de se structurer, pour ne pas répéter les erreurs de l'année dernière où il y avait une coalition de 6 partis et ils avaient perdu. L'autre élément aussi, ça permet de voir que en fait, les 5 grandes villes du pays sont maintenant aux mains de l'opposition et qu'il y a des dynamiques assez nouvelles. L'allié de l'AKP, qui est le MHP, qui est un parti nationaliste, a fait 5% à peine, et on a un nouveau parti
qui vient de l'islam politique, un parti dit islamiste qui est le nouveau Refa, qui est dirigé par quelqu'un d'intéressant, puisque c'est le fils d'Erbakan, qui lui-même était le mentor de Recep Tayyip Erdogan, qui fait plus de 6% et qui prend 2 villes à l'AKP, notamment Yozgat, qui historiquement a toujours été l'un des bastions. Donc on voit qu'il y a des dynamiques assez nouvelles. Le CHP qui gagne pour la première fois une élection depuis 1977, le parti islamiste du nouveau Refa qui commence à émerger. L'année dernière, il s'était rangé derrière Erdogan pour la présidentielle. D'autres partis comme par exemple le Bon Parti qui fait un score très faible, le Saadet Parti qui est un autre parti islamiste qui fait un score très faible. Donc on voit que les cartes sont en train d'être rebattues et à voir comment Recep Tayyip Erdogan va sortir de ce cycle qui est fortement lié à la crise économique parmi d'autres facteurs. Mais ça sera intéressant à voir. Et un élément avant de laisser la parole à mes camarades, il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que lors de ces municipales, les Turcs de l'étranger, qui représentent presque 6 millions de personnes, ne peuvent pas voter. Et on sait que lors des dernières élections, que ce soit présidentielles, législatives ou même référendum constitutionnel, ils ont voté notamment en France et en Allemagne à plus de 65% pour le parti d'Erdogan. Donc ça a aussi beaucoup joué, je pense, dans le score très décevant pour les supporters de l'AKP. Il y a d'autres facteurs aussi à débattre, dont celui économique. Nous allons y revenir justement pour clore d'abord ce premier tour de table. Hicham Mou'tadid, selon vous, en plus des éléments qui ont été évoqués par mes deux chers intervenants, comment, selon vous, ces municipales peuvent changer le paysage politique turc pour les 4 prochaines années, donc pour le prochain, en attendant le prochain scrutin électoral dans le pays? Je pense d'abord que c'est une occasion pour que ce soit l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir actuellement de dresser un certain diagnostic sur le mouvement ou la dynamique en fait qui se passe au niveau de la population, parce que c'est un message vraiment qui est adressé fortement à ceux qui sont au pouvoir, notamment au parti du président, et ça permet aussi à l'opposition d'avoir ce qu'on appelle une certaine force politique de négociation pour les prochaines années. Ça renforce bien évidemment la légitimité locale de l'opposition, mais aussi ça prépare en fait les prochaines élections nationales. Ça permet aussi aux partis de l'opposition de contrôler les ressources locales et d'avoir ce qu'on appelle certaines cartes de pression sur le gouvernement central. Aussi, c'est un renforcement de démocratie locale et ça permet aussi d'adresser un message, que ce soit au niveau régional, mais aussi au niveau international aux partenaires de la Turquie. Alors, la République turque a 100 ans. Qu'en est-il de sa démographie, professeur Sahimi? Comment ce facteur-là peut, avant de parler du facteur économique, parce que c'est vraiment le socle un peu de toutes les appréhensions aujourd'hui en Turquie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect démographique qui a joué en faveur de l'opposition, selon vous? On n'a pas encore d'indication fine sur la sociologie des électorats. Mais ce que l'on sait pour l'instant, c'est le fait que, ça a été dit par mes collègues, les fiefs électoraux de l'AKP, d'Erdogan, une bonne partie d'entre eux ont été perdus. Alors, on va y revenir. Et il y a parallèlement une sociologie démographique à laquelle vous faites référence, qui conduit des catégories sociales donc à décrocher par rapport au discours d'Erdogan. Alors, pour ce qui est d'Erdogan, il faut quand même relever qu'il y a un phénomène d'usure. C'est la 5e fois qu'il participe à des élections municipales, pas directement, mais par procuration. Il y a un phénomène d'usure. Depuis 1990, il est là. Il a été réélu, c'est vrai, il y a presque un an, avec 52% d'élection présidentielle, mais un phénomène d'usure. Mais il a lui-même commencé par des victoires municipales. Il était lui-même maire d'Istanbul. La stratégie, vous avez raison, ça a été dit et redit,
qui prend Istanbul, s'installe au pouvoir en Turquie. C'est lui. C'est une équation. Ben oui, c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est pour ça que Istanbul a une fonction particulière et une dimension particulière dans le jeu économique et politique. Vous savez, c'est une grande métropole mondiale. Elle est classée dans la catégorie des grandes métropoles mondiales. C'est 16 millions d'habitants. Istanbul, la grande métropole, 16 millions d'habitants, c'est 30% du PIB de la Turquie. À imaginer ce que ça pèse. Et donc, il y avait là quelque chose d'important. Il a fait, me semble-t-il, une erreur de communication et tactique en disant que c'était les dernières élections auxquelles il allait participer. Il a dit et répété. Et donc, non, il l'a dit. Oui. Et donc, c'est pas un élément victorieux. C'est un élément qui dit, oui, je sais que je suis au bout de ma carrière politique, je schématise, et donc, vous pouvez pas aller des élections en disant, vous savez, c'est les dernières élections. Autre erreur tactique, c'est qu'il a désigné un candidat représentant son parti, l'AKP, qui est un ministre de l'Environnement, peu connu, pas de charisme, etc. Autre erreur cumulative encore, il s'est investi à Istanbul, faisant de l'ombre à son candidat, évidemment, qui n'avait pas beaucoup de chance. Et ce qui est apparu, c'est que c'était un enjeu local, c'est un enjeu de municipalité, qui est devenu un enjeu national. Le scrutin est local, l'enjeu est national, et c'est pour ça que ça a valorisé donc le candidat du parti, le Parti républicain du peuple, Ekrem İmamoğlu, qui s'est retrouvé dans une équation de présidentiable, puisqu'il avait en face de lui un président réélu. Donc voilà un peu les éléments. J'ajoute aussi, pour ce qui est du candidat donc du Parti républicain du peuple qui a gagné haut la main. Il a gagné haut la main et c'était important, alors que les sondages étaient moins précis. Il a un profil. Les sondages n'engagent que ceux qui y croient. Voilà, là, mais oui, ça aide. On l'aura compris. Mais des fois, ça, on peut manipuler. Ça induit vraiment en erreur. Il y a des marges d'erreur, etc. Mais les observateurs disaient que c'était au coude à coude, c'était serré. C'est pas le cas. Une fois de plus, les sondages sont. Alors, le profil d'Ekrem İmamoğlu est intéressant. Il a 54 ans. Si vous le permettez, j'aimerais bien, juste avant qu'on se penche vraiment sur cette personnalité, parce qu'elle pourrait compter pour beaucoup dans les prochaines années. Juste avant, vous avez parlé de cette erreur, de cette annonce de ne pas se représenter. Oui. Selon vous, c'est une erreur. Est-ce qu'on est sûr de ne pas revoir se représenter le candidat Erdogan? Est-ce qu'on ne peut peut-être pas penser qu'il pourrait y avoir un référendum constitutionnel qui puisse permettre au président de se peut-être de se porter candidat en 2028? Mohamed Badiliati, oui. Tout est toujours possible avec Recep Tayyip Erdogan. Il a une capacité à se renouveler et à, on va dire, rebondir qui est toujours assez impressionnante. Maintenant, il y a un problème assez important pour lui, qui est le problème de l'âge et de la santé. Il arrive à avoir des prestations, on le voit en public, où il est beaucoup moins énergique. Et ça peut être un problème pour lui. Il y a l'usure du pouvoir, comme l'a très bien dit le professeur Simi, bientôt 22 ans au pouvoir, que ce soit comme chef du gouvernement ou bien chef de l'État. Et la vraie question, je pense, pour lui, il y a une double question. La première, c'est est-ce qu'une révision constitutionnelle passera cette fois-ci? Est-ce qu'il aura la majorité pour la faire passer, que ce soit par la voie référendaire ou même par la voie parlementaire? Et l'autre élément qui est à prendre en compte, ça sera de voir aussi est-ce qu'il aura un successeur qu'il considérera comme étant à sa mesure. C'est-à-dire qu'à part Hakan Fidan, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères et l'ancien patron du MIT, l'agence du renseignement, on voit très peu de profils émerger, puisque tous les profils historiques de l'AKP qui avaient une certaine stature, que ce soit Abdullah Gül, qui a été chef du gouvernement et chef de l'État aussi, ou bien Ahmed Davutoğlu, qui a été son Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, l'ont tous quitté et ont rejoint l'opposition. Certains ont même créé des partis comme Davutoğlu ou Babacan. Donc, dans ces rangs, il y a une forme, on va dire, d'absence de charisme, d'absence de leadership, qui est un véritable problème pour l'après. Et sa volonté ou pas de changer la Constitution dépendra surtout de ça. Et puis, il y a une autre question aussi, qui sera s'il quitte la scène politique et que les opposants comme İmamoğlu arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer pour lui
en termes, comment on va dire, judiciaires, puisqu'il y a cette peur-là qui le taraude et qui fait beaucoup parler en Turquie. Donc ça, c'est encore une autre discussion sur le très long terme, mais je pense que ce sont des éléments qui, mis bout à bout, vont beaucoup jouer et vont beaucoup peser dans la balance avant qu'ils prennent une décision quelconque. Les autres facteurs qui ont mené à cette défaite, selon vous, Hicham Mu'tadid, en sachant que Erdogan a promis, après, il a accepté cette défaite, il a promis de respecter la décision de la nation, mais est-ce qu'il a vraiment vu venir cette défaite, cet échec? Parmi les facteurs, il y a bien sûr ce facteur démographique que nous évoquions il y a quelques instants. Il y a l'autre facteur, c'est le facteur économique. L'économie turque ne se porte pas très bien, malgré le PIB évoqué tout à l'heure par Mustafa Sahimi. Mais le citoyen turc ne se retrouve plus dans ce PIB exceptionnel. Il y a un pouvoir d'achat, il y a les retraités. C'est pour ça qu'il y a cet élément démographique aussi qui pèse. Selon vous, quels sont les éléments? Est-ce que c'est un élément vraiment, si on par ordre d'importance, c'est le plus important qui a joué dans ces élections municipales d'hier? Je pense qu'on peut parler de plusieurs facteurs en fait qui ont conduit à ces résultats politiques. Pourquoi? Parce que d'abord, comme vous l'avez mentionné, il y a la conjoncture économique et que le gouvernement en place n'a pas vraiment été en mesure de répondre aux attentes de la population turque, ce qui a fait que l'ensemble de la population en fait qui ont participé à ce vote ont voulu envoyer un message clair à ceux qui sont au gouvernement et ceux qui sont au pouvoir pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la stratégie que vous êtes en train de mettre en place pour tout ce qui est économique. Aussi, toute la question de la dévalorisation de la monnaie turque en fait a joué en faveur en fait de l'opposition. Pourquoi? Parce que le tissu économique a connu une grande crise, que ce soit au niveau en fait du marché intérieur de la Turquie, mais aussi dans ses rapports en fait économiques au niveau régional et aussi au niveau international. Il y a aussi cette question de l'usure politique qui est très importante et aussi à prendre en considération dans l'analyse en fait de ce vote ou dans cet exercice en fait électoral. Pourquoi? Parce que comme on le sait tous en politique, il y a ce qu'on appelle cette notion de la consommation politique, que ce soit au niveau de l'idéologie ou bien au niveau aussi de l'exercice, voire même au niveau du personnage ou du symbole en fait sur scène. Donc je pense qu'il y a un multiple de facteurs qui ont poussé à avoir cet résultat et je pense que c'est un bel exercice en fait qui donne une opportunité de diagnostic, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir, mais aussi pour l'opposition. Et ça va aussi donner l'occasion à ceux qui sont au pouvoir, soit vraiment de trouver les autres alternatives afin de préparer les prochaines élections nationales, soit vraiment de céder complètement avec en fait l'émergence d'une certaine vague beaucoup plus éduquée qu'il y a 20 ans, avec une certaine démographie en mouvement, mais aussi avec une certaine dynamique interrégionale, parce que aussi il y a toute la dimension en fait de la politique étrangère de la Turquie qui a pesé au fait sur cet enjeu électoral en ce moment en Turquie. J'aimerais bien qu'on s'arrête aussi sur cette nouvelle vague et aller vraiment dans le détail. Ça a été tout à l'heure développé par Mohamed Badiliatiwi, mais aller vraiment dans le détail de comment est composée cette opposition turque aujourd'hui et quels sont les courants qui se démarquent au-delà de ce. Bien sûr, c'est le parti du peuple républicain qui se démarque réellement, mais il y a d'autres partis qui émergent. Mustafa Sahimi, aujourd'hui, il est clair qu'il faut rectifier le tir. C'est un gouvernement qui est appelé à vraiment changer les choses en profondeur. Est-ce que Je reprends votre question autrement. Est-ce que ce gouvernement est capable de changer les choses? C'est une question. Pourquoi? Parce que les économistes distingués ont sorti un nouveau concept. Ils appellent ça la croissance qui nourrit la pauvreté. Nous sommes dans un cas intéressant parce que c'est une forte croissance. 2022, c'est 5,5% en Turquie. 2023, 4,6%. C'est des chiffres enviables. Combien de pays aimeraient se situer dans cette fourchette-là? Le problème, c'est que c'est une croissance qui a des effets
notamment sur le pouvoir d'achat des classes moyennes, qui se paupérisent. Pourquoi? On a un taux d'inflation en Turquie de 65%. Alors, qu'est-ce que vous voulez mener comme politique de répartition? Mais après, est-ce qu'on veut exporter et effectivement, la monnaie joue un rôle important pour augmenter les exportations et la compétitivité d'un produit. Oui. Et en même temps, eh bien, on fait dévaluer la monnaie, elle ne vaut plus grand-chose. L'inflation caracole à des taux quand même J'entends bien. Inouïs. Quelle politique monétaire est susceptible de nourrir la croissance et d'assurer une bonne répartition des ressources? Alors, le taux directeur, vous avez fait référence au taux directeur, vous savez, taux de change. le taux directeur de la Banque centrale... J'ai pas fait référence, mais j'ai fait référence au taux de change. Mais le taux directeur, il joue un rôle aussi. Il est de 45% en Turquie. Oui. Et 45%. Et donc, c'est un levier extrêmement important qui ne permet pas, qui permet la croissance, mais qui peut être utilisé par les grandes entreprises, pour les banques, etc., mais qui n'a pas d'effet sur les disparités sociales qui sont aggravées. Alors, le gouvernement, le président Erdogan, il a compris cela, et vous savez que le SMIC est passé de 400 dollars à 450, il est aujourd'hui 500 dollars. 500 dollars. C'est pas suffisant. Alors maintenant, est-ce qu'il est possible pour ce gouvernement-là, dans la perspective 2028, c'est-à-dire le prochain agenda électoral, il est possible de rectifier? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que y a tellement de contraintes que c'est difficile. Il faut changer les comptes macroéconomiques, il faut avoir une nouvelle politique, etc. Et puis, il y a le fait que la marge de manœuvre de la Turquie est extrêmement réduite du fait de facteurs exogènes. Nous le savons au Maroc, il y a des facteurs exogènes qui sont liés aux marchés occidentaux, aux marchés asiatiques, ce qui se passe en Chine. La Chine, c'est 5% de croissance en 2024. Et donc, nous sommes dans un palier qui n'est pas un palier de forte relance économique. Il y a aussi le fait que l'AKP pâtit d'une incapacité à penser un modèle politique, culturel ou économique différent des 2 décennies écoulées. Alors, c'est intéressant, justement, parce qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. C'est quand même grâce à cet AKP que l'économie turque affiche ces taux de croissance qu'elle affiche aujourd'hui. C'est la politique d'Erdogan qui a permis de donner littéralement un coup de fouet au tissu industriel turc. Oui. C'est grâce un peu à cette politique-là. Mohamed Badil Yatiwi, j'aimerais bien entendre votre avis là-dessus. Est-ce que, comme le dit Mustafa Sahimi, cette politique s'essouffle et qu'elle a besoin de sang neuf parce qu'elle a permis, n'est-ce pas, de changer littéralement ce modèle économique turc pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, cette puissance industrielle à plus d'un titre, et qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne marche plus, il faudra le repenser. Et par la même occasion, je vais vous poser la même question, d'ailleurs un peu retransformée par mon cher ami Mustafa Sahimi. Est-ce qu'ils sont capables de rectifier le tir d'ici à 2028? Alors, c'est très difficile parce que vous avez tout à fait raison. Ceux qui ont permis justement à la Turquie de se développer aussi rapidement et d'avoir cette croissance et ce développement industriel, ce sont les cadres de l'AKP. Mais c'est l'AKP de 2002 à 2013, on va dire 2014. Ensuite, il y a un autre contexte régional, un autre contexte international et aussi une évolution en interne du pouvoir turc qui fait que beaucoup d'investisseurs étrangers ont rechigné à investir autant en Turquie comme ils le faisaient auparavant. Au sein des élites turques, il y a eu une séparation qui existait déjà et une véritable scission entre ceux qui étaient les entrepreneurs, on va dire pro-AKP, ce qu'on appelle les tigres d'Anatolie, et puis ceux qui étaient opposés. Donc, il y a eu une véritable scission, et ça s'est joué bien sûr avec le contexte géopolitique et le contexte régional et international. Et il y a un autre élément aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que celui qui a pavé, si vous voulez, la route à l'AKP en 2002, c'est Kemal Dervish. Il ne faut pas oublier que quand la Turquie en 99-2000 a connu une inflation très importante, d'ailleurs sur laquelle Erdogan a joué quand il était maire d'Istanbul, pour se faire connaître et se faire apprécier dans l'ensemble de la Turquie. Kemal Dervish était appelé par le FMI, il faisait partie du FMI, il est turco-allemand,
Et il est intervenu, et en fait, il est resté très peu de temps au gouvernement, 1 an, et il a posé les jalons de tout ce qu'ont fait les membres de l'AKP dans les 10 années qui ont suivi. Et ça, c'est un élément qu'il faut pas oublier. Ensuite, il y a l'usure du pouvoir, il y a aussi un autre élément qui est, au-delà des tensions qui peuvent exister entre les différentes parties de l'élite turque, on va dire les pros, les laïcs et les conservateurs, pour parler très rapidement, mais il y a aussi un autre élément, c'est que beaucoup de gens qui historiquement votaient pour l'AKP, aujourd'hui votent pour le REFA, le nouveau REFA dont je parlais d'Erbakan, en disant il y a la question palestinienne, il y a la question de l'OTAN, etc., mais il y a la question économique. Et la question économique pour eux n'est pas seulement liée à l'inflation, elle est liée aussi au clientélisme et au favoritisme. C'est-à-dire qu'ils considèrent que désormais les gens qui ont été proches d'Erdogan à un moment et qui sont restés proches de lui bénéficient de tout un tas d'avantages concernant les marchés publics et les investissements et des aides justement pour pouvoir investir, et que les autres non. Et on voit que la tendance même la plus conservatrice de l'islam politique turc se détourne en partie d'Erdogan, non pas uniquement pour les questions liées à l'inflation ou la question migratoire, parce que ceux-là, ils vont plutôt vers les nationalistes du MHP, mais aussi pour la question du développement économique, en considérant que les vertus et les valeurs qu'il avait vendues au départ ne sont pas respectées. Il ne faut pas oublier, juste pour conclure, que l'AKP, quand on le traduit par parti de la justice et du développement, en turc, AK, le AK signifie la clarté au sens de la pureté. Et en fait, pour eux, c'était lié à la transparence par rapport au gouvernement précédent qui était considéré comme corrompu. Et aujourd'hui, finalement, l'usure du pouvoir fait que lui aussi est attaqué là-dessus sur le clientélisme et le favoritisme, comme ça arrive dans beaucoup de pays du Moyen-Orient. Hicham Ouachadid, justement, qui se démarque dans cette opposition et qui a gagné beaucoup de points parce que justement son programme ou le programme de ce parti-là vient corriger les failles du parti au pouvoir de l'AKP. Je pense que l'opposition, en fait, qui a pu avoir ou gagner les élections en fait d'Ankara et d'Istanbul reste en fait l'opposition la plus favorable à répondre en fait aux attentes de la population turque. Et c'est un jeu, en fait, de pouvoir et de rapport de force qui est en train de se créer. Maintenant, il faut vraiment attendre vraiment à ce que qu'on aura toutes les données pour qu'on puisse faire une analyse en fait transcendale pour comprendre exactement est-ce que ces changements en fait au niveau politique est-ce qu'ils sont liés à des facteurs économiques ou bien à des vraiment ils peuvent être expliqués avec des indices sociopolitiques ou au-delà en fait de ces deux facteurs. Pourquoi? Parce que on peut aussi voir ou analyser en fait ce qui se passe en Turquie d'un point de vue socioculturel ou socio-religieux. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette transformation en fait dans la pensée et la culture de l'électorat turc. Il y en a ceux qui disent qu'il y a une certaine vague en fait culturel ou socioculturel qui s'installe tranquillement après la consommation en fait de l'islam politique qui a dominé pendant presque 2 décennies en fait la scène politique en Turquie. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le facteur économique sur quoi on peut vraiment fonder la thèse pour expliquer les résultats d'aujourd'hui, ou bien il y a un ensemble en fait de facteurs dans l'idéologie en fait de l'ensemble des partis qui sont à l'opposition. Moi, je dis qu'il faut attendre d'avoir toutes les données et de rassembler tous les indicateurs en fait qu'on va avoir d'un point de vue statistique pour qu'on puisse bâtir en fait une certaine analyse qui est pragmatique, rationnelle et comprendre le fond en fait de ce changement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement au niveau en fait de l'exercice politique. Maintenant, est-ce que ce changement est temporaire ou bien est-ce qu'il a été construit en fait depuis un certain nombre d'années qui est lié vraiment à des facteurs purement économiques ou il y a un changement vraiment socioculturel dans la pensée même en fait du citoyen turc. Je pense qu'il y a que le temps en fait ou les mois à venir qui vont nous aider à avoir une idée beaucoup plus complète et une analyse beaucoup plus profonde de ce qui se passe actuellement en Turquie.
Alors, c'est intéressant, justement, sur ce point de l'idéologie et justement de l'idéologie qui s'apparente à l'islam. Vous avez évoqué tout à l'heure l'émergence de nouveaux partis, Mohamed Badil Yatiwi, si vous pouvez nous en dire plus, et qui, en fait, ne confirment pas justement cette théorie que, eh bien, l'idéologie perd le match face aux réalités, aux difficultés économiques. Alors, il y a plusieurs manières de lire ces élections, comme il y a plusieurs manières déjà de lire les présidentielles de mai 2023. Beaucoup avaient souligné la poussée des nationalistes, puisque différents partis nationalistes existent. Le MHP à l'extrême droite, on va dire. On a le CHP, le Parti républicain du peuple, qui reste un parti, on va dire, nationaliste, kémaliste, plutôt de centre-gauche. Mais la lecture, si vous voulez, du nationalisme, quelle que soit la tendance politique plus ou moins conservatrice, c'est ce que disait un ami turc, me disait ça un jour, il me disait, mais les Turcs, nous sommes nationalistes par nature. Donc la classification par le nationalisme n'est pas, on va dire, pertinente. Ce qui est intéressant, c'est que l'AKP a été créé d'une scission, en fait, de ce qu'on appelait le parti de la prospérité. Le REFA, qui a été le parti d'Erbakan senior, le papa, qui a permis à Erdogan de devenir maire d'Istanbul et de construire sa carrière politique, est mort quand la Cour constitutionnelle l'a suspendu en 2001. Donc à ce moment-là, il y a une tendance, on va dire, libérale sur le plan économique, réformatrice, qui a créé l'AKP, c'est-à-dire Erdogan et Abdullah Gül, et il y a une tendance plus conservatrice qui a créé le Saadet parti. Le Saadet faisait moins de 2% des votes, et en fait, l'essentiel des gens allaient voter pour l'AKP pendant 20 ans. Et le Saadet s'étant allié lors de la dernière présidentielle, et déjà auparavant en 2018, avec des gens qui n'ont rien à voir avec eux, avec des partis dits laïques, beaucoup de gens qui votaient traditionnellement pour le Saadet n'ont pas compris et ne voulaient pas revenir voter pour l'AKP, car ils considèrent qu'Erdogan, d'un point de vue des valeurs conservatrices, sociétales, etc., n'était pas allé assez loin en 20 ans. Donc le fils Erbakan a saisi cette occasion, en fait, pour quitter le Saadet dont il était membre et reprendre le nom du parti de son père, le parti de la prospérité, et il l'a appelé le nouveau REFA. Et en fait, ça lui permet aujourd'hui de gagner 2 municipalités et de jouer sur plusieurs facteurs, qui est le facteur de l'inflation, en disant nous ferions mieux, bien évidemment, comme tous les opposants. Normal. Le deuxième, qui est de dire nous romprons toute relation commerciale avec Israël si nous sommes au pouvoir. Le troisième, c'est de dire nous fermerons tous les centres LGBT qui peuvent exister, ou tous les commerces, ou tous les restaurants, ou tous les cafés, donc avec un discours conservateur très très important, et nous quitterons l'OTAN, nous n'accepterons plus de base de l'OTAN. Donc vous avez un discours qui relie à la fois le sociétal, sous les aspects les plus conservateurs, d'un point de vue économique, nous allons augmenter les retraites de 50%, donc évidemment tout le monde va voter pour eux quand vous dites ça, et derrière vous avez l'élément de la politique internationale, de la politique régionale, avec la question palestinienne que Recep Tayyip Erdogan a souvent utilisée pour son propre intérêt, on va dire. Et en fait, on voit aujourd'hui la limite de son discours très offensif des dernières années, puisque finalement, il est débordé, on va dire, par sa droite, par des gens comme le fils Erbakan, Fatih Erbakan, qui sont encore plus, on va dire, conservateurs que lui et qui sont encore plus vindicatif que lui sur un certain nombre de questions internationales. Oui, ça, justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions internationales. Enfin, je veux dire, et là, c'est une campagne, c'est des éléments de campagne électorale au niveau municipal où on parle de politique étrangère d'un pays. Oui, mais il ne faut pas oublier, excusez-moi, la Khadija, que c'est imbriqué. Quand vous prenez la question régionale, on va dire, qui a été très importante pour les Turcs depuis plus de 10 ans, c'est la question syrienne. Et Imamoglu, qui est présenté comme quelqu'un social-démocrate du CHP, qui est assez ouvert d'un point de vue sociétal, qui est beaucoup moins conservateur, bien évidemment, que l'AKP d'Erdogan, Imamoglu a dit clairement un jour, il a dit « Ici, c'est Istanbul, ce n'est pas la Syrie ». Et ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, les questions régionales, notamment liées au Moyen-Orient, sont fortement liées aux questions nationales, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient législatives ou même présidentielles. La Turquie est un pays avec 4,5 millions de Syriens
La Turquie est un pays qui a accueilli beaucoup de dirigeants de l'islam politique ces dernières années, des frères musulmans égyptiens, des frères musulmans syriens. Ismail Haniyeh du Hamas, même s'il vit à Doha, va régulièrement à Istanbul. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont imbriquées. Et pour beaucoup de gens en Turquie, notamment les kémalistes, c'est quelque chose qui est en opposition avec l'héritage historique et culturel de Kemal. Mustafa Kemal voulait, entre guillemets, pousser la Turquie vers l'Occident et avoir une politique étrangère beaucoup plus réservée, s'occuper des frontières, s'allier avec l'Europe, s'allier avec l'OTAN après la mort d'Atatürk. Aujourd'hui, avec l'AKP, depuis 20 ans, on a vu un bouleversement, notamment après 2011, les printemps arabes. Donc, on a eu une dynamique qui est complètement différente, avec une ouverture des frontières aux Syriens. Les Turcs, dans leur ensemble, qu'ils soient très à droite ou très à gauche, ont compris que parmi ces 4,5 millions de Syriens, beaucoup resteraient. Ils ne retourneraient pas en Syrie parce que la situation ne s'est pas améliorée et beaucoup maintenant ont grandi et ont passé 12, 13, 14 ans. Donc, on est face à une situation où, si vous voulez, il y a deux Turquies qui s'affrontent. Et Erdogan a été très clair lors de la dernière présidentielle. Il a dit « je ne renverrai pas les Syriens chez eux ». Pour lui, c'est un marqueur, si vous voulez, qui prouve, entre guillemets, si on se place du point de vue d'Erdogan, la grandeur de la Turquie. Et ça lui pose des problèmes même dans son électorat, puisqu'il y a des gens qui vous disent la grandeur de la Turquie, oui, mais pas au détriment de notre qualité de vie. C'est-à-dire que quand vous avez un pays prospère avec une croissance et très peu d'inflation, vous pouvez accepter en tant que Turc moyen, si vous me permettez l'expression, d'avoir autant de gens chez vous. Quand vous êtes dans une situation de crise économique et sociale, malgré la croissance, mais avec une incapacité à vous payer des besoins alimentaires élémentaires, à ce moment-là, vous avez un problème très très fort et évidemment, comme dans beaucoup de pays, ça existe notamment en Europe, vous avez cette tentation de toujours accuser l'autre, si vous voulez, d'accuser l'étranger. Donc, on est face à ces dynamiques qui sont contradictoires et juste pour préciser, il y a un parti qui a fait beaucoup de bruit au présidentiel qui s'appelait le Zafer Parti, qui était vraiment un parti ultra xénophobe, qui a fait moins d'1% lors des municipales. Donc, on voit que les choses évoluent très vite dans ce pays-là, il faut être toujours très très prudent par rapport aux recompositions qui existent et des fois à des alliances contre nature. Des alliances contre nature et pour un parti de centre de gauche ou centre-gauche, donc ce parti du CHP qui rafle quand même la mise, encore une fois, dans les principales villes. Il ne s'agit pas que de cela. On sent quand même que ce vent de nationalisme et de droite extrême est en train de souffler, c'est-à-dire la météo politique un peu de l'Europe est en train d'arriver vers la Turquie, c'est clair. Peut-être qui est ce Imamoglu, le maire d'Istanbul, qui défie Erdogan? Alors, son profil est intéressant. Il a 54 ans. C'est un musulman pratiquant, il faut le dire, mais son programme est laïque. Il a fait fortune dans le bâtiment, il a fait carrière. Il traîne des casseroles aussi. Oui, mais vous savez, en politique, tout le monde pratiquement traîne des casseroles, comme disait un de mes amis. Le problème, il ne faut pas que les casseroles teintent beaucoup. Voilà, c'est ça qu'il faut gérer. Donc, oui. Oui. Et lui, c'est un bon... Justement, il gère bien les médias. C'est un bon gestionnaire. Alors, son parcours aussi est politique. Il était à l'origine de la création de... il était dans la jeunesse du parti, donc le Parti républicain du peuple, en 2008. Puis il a grimpé, etc. Il a cet avantage de pouvoir avoir le soutien et le vote de plusieurs catégories socioprofessionnelles. C'est-à-dire les Turcs, les Kurdes, les Sunnites, les Alevis, les jeunes âgés, etc. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'a pas un électorat identifié, etc. C'est un électorat diversifié. Autre point aussi, il bénéficie d'une situation particulière. Il a été élu maire d'Istanbul en 2019, dans des conditions exceptionnelles. Là, donc ça non, mais surtout, il a mis fin à 25 ans d'AKP à Istanbul. De tutorat AKP. Ce qui me paraît intéressant aussi, ce qu'ont dit mes collègues, c'est autre chose. Nous sommes aujourd'hui en 2024 dans un palier marqué par le déclin des ferveurs des partis à référentiel islamiste. Alors, ça s'est fait de deux manières. Ça s'est fait soit de manière démocratique par les urnes. La Turquie,
le Maroc, en octobre 2021, ça s'est fait par les yeux, ou ça s'est fait de manière moins électorale, plus abrupte, si je puis dire, en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, nous sommes aujourd'hui dans un schéma qui est un schéma de bipolarisation en Turquie, entre un pôle AKP déclinant, avec les problèmes qu'on a évoqués, et un autre pôle, donc, j'allais dire moderniste, en tout cas moins marqué sur le plan religieux que l'autre, mais ça reste un parti religieux, social-démocrate, etc., qui est porteur et qui répond aux aspirations d'un certain nombre de catégories sociales. Vous savez, vous avez fait référence tout à l'heure à la démographie. C'est vrai, la Turquie 2024, c'est pas la Turquie 2000 ou 2010, etc. Il y a un renouvellement générationnel, il y a une plus grande ouverture sur le monde, d'autres valeurs, etc. Et puis, le dernier point aussi, peut-être, c'est que Erdogan a beaucoup instrumentalisé les questions régionales. Et il y a eu un surdimensionnement de la politique étrangère, notamment, vous savez, de la Turquie, vous avez d'Ukraine, Russie, où il s'est proposé comme monsieur Bonzofis, notamment pour la question palestinienne, où il a voulu apparaître comme le champion le plus en avance sur la question palestinienne pour enlever ce statut-là à d'autres pays qui se distinguent aussi par un soutien inconditionnel à la question palestinienne. Et donc, nous sommes là dans une situation où il n'y a rien à rattraper pour l'AKP, me semble-t-il, pour être dans un avenir prévisible. Il a donné ce qu'il a donné, il a donné ce qu'il a pu. Les élites ont vieilli, les élites ne se sont pas renouvelées. Il y a certaines élites qui sont critiques à l'égard de l'AKP du fait, comme ça a été dit, sa politique économique, etc., puis du fait de la mauvaise image. Enfin, l'AKP, népotisme, Erdogan, cette question de népotisme aussi, elle fait, voilà. Erdogan, c'est quand même une dérive autoritaire. C'est pas un parangon de démocratie, de pluralisme. Arrestation, utilisation d'interdiction d'un certain nombre de partis, interdiction de journaux, etc. Est-ce qu'il ne lui faudrait pas un coup d'État pour se redonner, revigorer un peu son... Je vais revenir à l'option... Parce que ça l'avait sauvé, oui, rappelez-vous. Je vais revenir à l'option coup d'État. Le problème, c'est qu'il y a une dérive autoritaire, donc marquée par aussi l'extrême mobilisation des moyens de l'État dans le jeu politique, dans les campagnes électorales. C'est-à-dire l'appareil d'État était entre les mains de l'AKP et d'Erdogan, à tel point qu'on a parlé d'un parti-État à propos de l'AKP, comme c'était le cas dans d'autres pays, etc. Maintenant, l'option militaire que vous évoquez... Enfin, la tentative de coup d'État de 2016, ça m'est revenu parce que, 2016, effectivement, oui, ça a donné vraiment un coup de défibrillateur, j'ai envie de dire. Oui, enfin, mais en même temps, ça a été un élément qui a poussé Erdogan à accentuer les mesures de répression. Des centaines de magistrats arrêtés, des milliers de militaires, d'officiers, etc. Et vous savez, il n'a pas fait dans le détail, c'est vraiment à la louche. Il a ramassé, parce que c'est un tempérament. C'était une situation particulière. C'est vrai que l'hypothèse du coup d'État était crédible en juillet de 2016. On dira ce qu'on voudra. Il y a des travaux d'historiens qui attestent qu'il y avait ce schéma-là. Plus en 2024, parce qu'il y a une stabilisation quand même institutionnelle qui se fait. L'armée 2024, c'est pas l'armée d'avant. Ça implique aussi des soutiens extérieurs. Je doute que tous ces éléments soient réunis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une marche d'institutionnalisation de la démocratie avec ces résultats, ces élections. Et une dernière observation, pourquoi ces élections locales sont importantes? Parce que vous revenez à ma première question, là. Oui, voilà. Ouais. Vous voyez, je finis par vous répondre. Oui. Parce qu'il y a ces élections locales, c'est un maillage territorial qui donne une base, qui donne une assise. Vous savez combien on a voté pour combien de conseillers municipaux pour ces élections 31 mars? 20 500 conseillers municipaux, 1251 conseillers provinciaux, 30 maires métropolitains et également 1351 maires de district.
président de lui. Ça donne une assise, ça donne une base, et je crois que ça c'est important. Je crois que les électeurs turcs sont attachés maintenant à ce modèle qui est un contre-modèle par rapport à celui de l'AKP et d'Erdogan. Dernier mot sur les résultats de ces municipales. Mohamed Badili Yatioui d'abord. Il reste 4 ans pour Recep Tayyip Erdogan afin de se renouveler, voir comment il pourra essayer de régler la crise économique profonde et la question de l'inflation. 67% en un an, donc là on est sur une crise assez profonde, et voir aussi comment il va pouvoir renouveler une fois de plus ses effectifs alors que le gouvernement a moins d'un an, et essayer de trouver des solutions innovantes pour se régénérer. Et de l'autre côté, voir si İmamoğlu va pouvoir être le candidat de l'opposition, une opposition unie, sachant que le candidat de la dernière fois, Kılıçdaroğlu, n'a pas dit son dernier mot et qu'un autre candidat pourrait émerger, qui est le maire d'Ankara, lui aussi réélu, Mansur Yavaş, qui est un autre profil, CHP, qui lui n'aura pas le vote des Kurdes de gauche, contrairement à İmamoğlu en cas de présidentielle. C'est un ancien du MHP qui vient de la droite ultranationaliste. Donc le choix du candidat de l'opposition en 2028 risque d'être assez problématique comme en 2023. L'ultranationalisme, il n'est pas en train vraiment de gagner beaucoup de terrain en Turquie, on l'a vu, il y a même eu des incidents avec des Marocains qui ont subi des agressions à connotation clairement raciste. Est-ce que effectivement cela risque aussi de s'accentuer avec le temps et de faire peut-être porter au pouvoir en 2028 un ultranationaliste? Tout est possible. Reste à savoir si l'alliance entre l'AKP et le MHP va durer jusque-là, savoir quel type de candidat l'AKP choisira si ce n'est pas Erdogan, savoir aussi quel type de candidat l'opposition choisira. Si c'est quelqu'un comme İmamoğlu, il aura un véritable problème pour avoir une partie des nationalistes qui n'accepteront pas qu'İmamoğlu fasse des concessions aux Kurdes du DEM. Donc, si vous voulez, c'est l'équation, c'est l'avantage qu'a Erdogan à chaque fois, c'est que les oppositions n'arrivent pas à se réunir. Le simple fait de dire nous sommes contre Erdogan et c'est notre seule base programmatique et on va revenir à un système parlementaire, on a vu que ça ne marchait pas pour les Turcs. Et que malgré la crise économique, malgré les problèmes, ils avaient fait confiance à Erdogan. 2028, l'équation est plus complexe, on ne sait pas si Erdogan va pouvoir se représenter. Constitutionnellement, il ne peut pas, mais avec l'ingénierie on va dire constitutionnelle, il peut essayer de jouer et de trouver une solution. Mais beaucoup de questions, aussi bien pour la majorité gouvernementale que pour l'opposition d'ici là, et une crise économique très profonde et un contexte régional qui ne va pas les aider aussi à aller de l'avant. Hicham Moatadid, partagez-vous cet avis sur justement l'avenir de ce paysage politique turc après ces municipales? Moi, je pense qu'il y a une certaine dynamique, veut pas qu'on constate au sein en fait de la démographie ou de la pensée politique, voire même de l'action politique turque. Je pense que il y a une vitesse en fait beaucoup plus rapide du côté de l'électorat que du côté du pouvoir, que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas pu vraiment détecter à l'avance pour qu'ils puissent être à temps afin de gagner ces élections. Donc, c'est comme s'il y a qu'il y a une électorat mobile contre un pouvoir quasi immobile en fait vis-à-vis des attentes de la population. Je pense que c'est une occasion, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir que pour l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est un thermomètre en fait politique qui donne le ton, mais aussi qui donne des indicateurs et des indications pragmatiques pour ceux qui sont au pouvoir, mais aussi qui donne un privilège politique en fait pour l'opposition de travailler encore plus, de faire de la promotion politique, mais aussi d'aller chercher beaucoup plus d'appui à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi faire une lecture en fait de politique extérieure pour ces élections municipales et de dire que ils sont beaucoup plus en fait davantage du côté de l'opposition que de ceux qui sont au pouvoir. Donc je pense que c'est une occasion et c'est un exercice en fait très important, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir que pour l'opposition. En tout cas, c'est sûr que gouverner pour Erdogan ne va pas être chose simple, c'est-à-dire de gérer justement tous ces facteurs endogènes et exogènes, et en même temps
construire pour 2028, mais c'est tout là l'art de la politique. Un dernier mot, Mostafa Sahimi, vous avez commencé par me répondre par la perspective marocaine. On va peut-être finir ce débat par la perspective marocaine, ou en tout cas par la perspective internationale. Un petit rappel peut-être des relations entre Ankara et Rabat, et surtout sur cette question du Sahara marocain. Le Maroc, évidemment, suit, comme je l'ai dit, le peuple marocain suit avec intérêt ce qui se passe en Turquie. En plus, c'est une dynamique démocratique. Donc nous saluons ce qui se passe dans un grand pays comme la Turquie, de la même façon que nous sommes assez interrogatifs sur ce qui se passe dans d'autres pays à propos de la démocratie. Ou ce qui ne se passe pas, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Alors, par des rumeurs. Je voudrais ajouter que les relations entre la Turquie et le Maroc sont des relations étroites. D'abord, la culture, la religion, les peuples, les échanges commerciaux, etc., l'accord de libre-échange, tout ça, etc. Mais il y a des affinités particulières qui sont attestées par l'histoire, par les flux religieux, etc. Mais aussi, les Marocains sont extrêmement sensibles là-dessus, au soutien de la Turquie à la cause nationale du Sahara marocain. Ça a été réitéré en différentes circonstances. La dernière illustration, c'est en mai 2022, lors de la conférence mondiale de la coalition contre le terrorisme, où le ministre turc des Affaires étrangères était là. C'était M. Cavusoglu qui a eu un entretien avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, qui a, en conférence de presse, réitéré. Donc, c'est pour ça que nous sommes attachés à la Turquie et aux positions responsables, fraternelles et solidaires de ce pays. De ce pays où, effectivement, les institutions comptent plus, finalement, que les personnes qui tiennent le pouvoir. Il y a des, Tout à fait. Il y a des pays où, effectivement, c'est important de le rappeler, en tout cas. Mostafa Sahimi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Mohamed Badili Yatioui. Avec plaisir, comme toujours. Marhaba, largement partagé. Merci à vous également, Hicham Mouachadid. Merci d'avoir été avec nous depuis Vancouver ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.